Octave Mirbeau, Suite des contes, première partie, illustration musicale, Pergolèse, Stabat Mater, numéro 13, licence Musopel. Kervy-Lawen. Kervy-Lawen est un petit village de 12 feux à peine, situé sur un chemin qui va se perdant dans la lande, à 500 mètres de la côte ouest de Belle-Île, habité par des pilotes et des pêcheurs seulement. Les maisons y sont très propres et toutes blanches, les hommes magnifiques et forts. Sur les pas des portes, des goélands à l'air sacerdotal se tiennent immobiles en des poses hiératiques, et les corneilles au bec et aux pattes plus rouges que du corail viennent, confiantes, se mêler aux enfants qui jouent, aux poules qui rôdent, picotant la paille des meules. Tout près du village, à droite, le phare de Belle-Île dresse dans le ciel son énorme fût de granit, pareil à une colonne triomphale. Des champs bien cultivés, une lande rase sans arbres, toute rouge de bruyères veloutées et roussies, séparent Kervy-Lawen de la mer. Cette mer formidable et retentissante que, dans les guides, on appelle la mer terrible. Terrible en effet, plus terrible qu'en aucun endroit sauvage de la sauvage Bretagne, plus impressionnante à regarder, plus magnifique d'horreur que celle qui s'acharne contre les blocs noircis de la pointe du Raz, contre les rochers jaunes de Bezec et les roches sanglantes de Ploumanac. On entend qui gronde, qui s'engouffre avec des fracas épouvantables dans les grottes qu'elle-même a creusées, et la terre est toute remuée par cette voix colère. Quand j'arrivai à Kervy-Lawen, le village était en deuil, et des femmes pleuraient. « C'est, me dit le conducteur, que Garec est mort. Et c'était un rude gars, que Garec. On l'aimait ici, on en était fiers. Ah, le pauvre diable !» Je me demandais qui était ce Garec. « Un pilote, monsieur, tout simplement, et un des plus vaillants du pays. Voilà 4 ans qu'il avait fini son congé de l'État, 1 an à peine qu'il avait passé ses examens de pilote. Et tenez, justement, il venait de se marier avec une grande et brave fille de Mangor, le village dont vous apercevez le clocher, au-dessus des champs, à votre gauche. Non, ça n'est pas de chance, bien sûr. Et comment est-il mort? Comme ils meurent tous, ou à peu près. Ici, il n'y a pour ainsi dire que des pilotes. Ici, et puis à Envague, et puis à Vazeille, et puis à Donan. Et dans chaque maison, il y a des choses bien tristes. Allez, monsieur, c'est un rude métier que celui de pilote, très rude. Ils s'en vont tous à tour de rôle, au large, chercher les grands navires pour les entrer en rivière. Vous n'avez jamais navigué sur les bateaux pilotes, non? Ah, dame, c'est de fameux bateaux solides qui tiennent la mer comme des poissons. Ça mesure 18 mètres, ça cale 12 pieds, et puis c'est gréé. Rien ne manque là-dedans. Il faut ça, voyez-vous, parce qu'ils sortent par tous les temps, et que ça ne fainéantisse point dans les ports et dans les rades. Toujours sur mer. Ils bravent la tempête, aussi crânement que les godes et les cravants. C'est gentil de voir comme ils se comportent à la lame. Avant-hier, c'était le tour de Garec. Il y a des choses bien curieuses, pas vrai? Figurez-vous que, avant qu'il ne s'embarque, nous avions bu un coup ensemble avec Variste, et il était gai, il chantait. Pourtant, il y avait dans le ciel un œil de cochon, et ça l'embêtait. « Qu'est-ce que c'est qu'un œil de cochon, mon brave ?» demandai-je. « Nous appelons ainsi les arcs-en-ciel. Vous savez bien, c'est rouge, jaune, et puis de toutes les couleurs. Ça fait comme un grand rond. Eh bien, c'est un œil de cochon. » Il reprit. La mer était méchante, une houle à tout casser, et une sacrée bise de suroît qui allait toujours fraîchissant. Il ventait 3 riz, quoi, mais c'est pas l'embarras, ils en voient des plus rudes que ça. Le bateau fatigué tout de même. On avait amené la brigantine, et il filait sur ses phoques. Un roulis de 50 000 diables. Et des paquets de mer. Ah, je vous assure que ça le nettoyait le pont, et qu'il n'y avait pas beaucoup de poussière dessus. Voilà qu'on signale la vapeur. Attention, comme il y avait aussi dans les parages un pilote de Saint-Nazaire, il s'agissait de causer le premier au capitaine, parce que c'est celui qui cause le premier qui est le bon. Ils font souvent de ces courses-là entre eux. On dirait quelquefois des régates. C'est la concurrence, comme de juste. Portugal, le patron, est un marin de première. Et il brûle la politesse à ceux de Saint-Nazaire, et en 2 bordées, il attrape le navire. Il avait fallu virer de bord, et dame, on avait trouvé les vents droits debout, vous comprenez. L'accostage n'était pas facile, à cause de la mer, qui était grosse, et la lame poussait le pilote contre le vapeur si fort que 2 défenses étaient rompues. Enfin, à force de trimer, de la gaffe, de l'aviron, on finit par accoster.
Presse-toi, dit Portugal à Garec. Nous ne pouvons pas rester comme ça. En même temps, on avait jeté un filin, et voilà Garec qui grimpe, hissé contre le bordage. Malheur. Comment ça s'est fait? On ne le sait pas. Garec largue le filin et tombe. Aussitôt, une lame refoule le bateau pilote violemment, et Garec se trouve presque écrasé entre les deux bateaux. Nom de nom, jure le Portugal. À toi, Théophile, empoigne le filin et hisse. On avait repêché le Garec. Il avait la poitrine broyée, un bras cassé, du sang plein la figure. Il n'était point mort, parce qu'il dit « Non, c'est mon tour, qu'on me hisse à bord. C'est rien ce que j'ai. » C'était son droit, on le hissa. Mais arrivé sur le pont, il s'évanouit. Au bout d'une minute, il ouvrit les yeux. On le coucha sur un matelas près de la barre. « Mon ami, lui dit le capitaine, vous êtes trop malade, il me faut un autre pilote. »« Trop malade, répondit Garec d'une voix faible. J'ai bien assez de vie pour vous entrer à Saint-Nazaire, et puis je suis maître ici. Attention. » Il commanda la manœuvre toujours étendue sur son matelas, où le sang faisait de larges taches rouges. Le chirurgien s'approcha de lui et voulut panser ses plaies. « Non, refusa Garec. À Saint-Nazaire. La barre à tribord, nom de nom. » 3 heures après, le vapeur entrait dans le bassin de Saint-Nazaire. Le capitaine ordonna qu'on transportât le brave pilote dans sa chambre, et le chirurgien s'approcha du blessé pour la seconde fois. « C'est pas la peine, major, répondit Garec. Laissez-moi tranquille, je suis fichu. » Le soir même, il mourait. Et le bonhomme désignant du doigt un groupe de matelots qui regardaient mélancoliquement la mer, dont les vagues balancées blanchissaient au loin. « Ils sont tous comme ça ici, me dit-il. » L'enfant mort. Vers le soir, comme 9 heures sonnaient dans la chambre, l'enfant eut une dernière convulsion, poussa un dernier râle et mourut. Et longtemps, longtemps, devant le petit cadavre qui se glaçait, le père, l'illustre peintre et Ruez, demeura anéanti, les yeux fous, ne comprenant pas. Nous pouvons croire que la mort fût venue, comme ça, si vite, lui ravir son enfant. En 3 jours emporté, en 3 jours, lui si rose, si vivant, si gai, si gentil. En 3 jours. C'est à peine s'il commençait de s'éveiller à la vie. Il n'y avait pas 5 jours qu'il courait, qu'il chantait, qu'il se roulait sur les tapis, les jambes nues, les cheveux bouclés, qu'il jouait dans son atelier avec des bouts d'étoffe, qu'il barbouillait ses petites mains à la palette fraîche. En 3 jours. C'était affreux. Impossible. Georges, Georges, mon petit Georges, cria tout à coup le malheureux père, en étreignant de ses bras crispés le corps raidi de son fils. Mon petit Georges, parle-moi. Mais sur ses lèvres, il sentit le froid des lèvres mortes, un froid qui le brûla comme un fer rouge. Alors il s'affaissa le long du lit, enfouit sa tête dans les draps et sanglota, sanglota. Mon Dieu, est-ce possible? Ne cessait-il de répéter, la voix brisée. Mon Dieu, qu'ai-je fait pour être ainsi frappé? Georges, voyons, mon petit Georges. Ah, c'est fini. Il ne voulut de personne pour veiller son enfant. Il procéda seul à la toilette funèbre. Seul, il disposa sur le lit les fleurs, des grappes de lilas blancs, des roses blanches, des boules de neige. Paré de vêtements blancs et sur la blanche journée, couché, l'enfant semblait dormir, souriant. L'année précédente, Héruez avait perdu sa femme qu'il adorait. Et voilà qu'il perdait son enfant aujourd'hui, le pauvre petit enfant de 3 ans. Depuis de longues années, ses parents étaient morts. Maintenant, il ne lui restait plus personne à aimer, et qu'il aima. Et il était seul, si seul, que la mort lui fut comme une consolatrice. Pendant quelques minutes, il eut l'idée de mourir, lui aussi, et de commander un cercueil plus vaste, un cercueil au fond duquel ils pourraient s'allonger tous les deux, son enfant et lui. Son enfant. Était-ce vrai que la vie avait à jamais quitté ce joli visage si caressé, si mangé de baisers? Que cette petite bouche qu'il entendait encore lui dire « Moi aussi, je veux faire des bons hommes comme toi », ne parlerait plus jamais, jamais.
Comment ferait-il pour vivre désormais dans cette maison, 2 fois vide de ce qu'il avait le plus chéri? Le travail, à quoi bon? La gloire, qu'était-ce que la gloire auprès de toutes ces affections disparues? Et que lui importait la gloire, puisque ne pouvait y faire participer les 2 chères créatures en allée? Et les égoïstes jouissances de l'art, et ce martyre délicieux de créer, et ces divins enthousiasmes, et ces folies sublimes qui, d'un ton de chair, d'un coup de soleil sur la mer, d'un lointain perdu dans les brumes, font surgir et palpiter les poèmes éternels. Tout cela s'écroulait. La peinture en qui jusqu'alors s'étaient exclusivement réunis tous les efforts, tous les rêves, toutes les combinaisons de son être pensant et voyant. La peinture n'était plus pour lui, à cette heure, qu'un métier odieux et vain, une plate chimère. La peinture. Mais elle était peut-être la cause de ses malheurs, et il sentit un frisson lui courir sous la peau. La peinture. Oui, il lui avait trop sacrifié l'amour de sa femme et la surveillance de son enfant. Durant quelques heures, il s'abîma dans cette pensée horrible, et il se convainquit que si, au lieu d'être peintre, il avait été tailleur, avocat, comptable, n'importe quoi, ces 2 êtres chéris, qu'il avait perdus, qu'il avait tués, car il était sûr de les avoir tués, vivraient encore. Pardon, mon Georges, mon petit Georges. J'ai été un mauvais père. Je ne t'ai pas assez aimé. Je t'avais gardé avec moi, toujours, à toutes les heures, peut-être. Ah, c'est épouvantable. Il embrassait son fils, essayait de le réchauffer. Ses larmes coulaient sur le petit cadavre rigide. Mon petit Georges, c'est moi qui t'ai tué. Au matin, succombant à la fatigue, à l'énervement, au remords, au brisement de l'émotion, il s'endormit. Quand il se réveilla, le soleil inondait la chambre mortuaire de clarté, joyeuse. Très pâle, les paupières gonflées, et Ruez regarda son enfant longuement, douloureusement. Que vais-je devenir maintenant soupira-t-il, accablé. Ce n'est plus rien. Peu à peu, ses yeux perdirent leur expression de douleur, et peu à peu, ce regard, tout à l'heure angoissé et humide, eut cette concentration, cette tension de toutes les forces visuelles qui font brider l'œil du peintre quand il se trouve en présence d'une nature qui l'intéresse. Et il s'écria « Quel ton! Ah, sacristi, quel ton !» Traçant ensuite avec le doigt un lent cercle aérien qui enveloppait le front, la joue de l'enfant et une portion de l'oreiller, il se parla lui-même. La beauté de ça, hein? Non, mais l'étrange de ça, la finesse, la délicatesse de ça. Ah, matin! Il touchait le nez, dont les narines pincées n'étaient plus que 2 petites barres violettes. Le ton de ça, c'est inouï. Il indiquait l'ombre, sous le menton levé, une ombre transparente, d'un rose bleu. Et ça, son doigt revenait au front, cheveux à l'oreiller. Et le rapport de ça, et de ça, et de ça. Sa main, d'un large mouvement circulaire, se promenait sur la robe de l'enfant, sur le drap chargé de fleurs. Et les blancs de ça. Ah, les blancs de ça. Et Ruez se recula, cligna de l'œil, mesura de ses 2 mains levées l'espace que le motif prendrait dans la toile, et il dit « Une toile de vin, c'est superbe, nom de Dieu !» Vers le bonheur. Ma femme est jolie divinement. Jamais de plus admirables yeux n'illuminèrent de plus de beauté un plus délicieux visage. Elle est bonne, inépuisablement. Je l'aime. Elle m'aime. Il y a juste 6 mois aujourd'hui que nous sommes mariés, 6 mois seulement. Est-ce possible? Et nous nous séparons. Oui, cela a été décidé hier dans les larmes. Ah, comme nous avons pleuré. À cette idée de ne plus nous revoir, jamais. Tous les deux, nous avons éprouvé une atroce douleur. Un épouvantable déchirement s'est fait dans nos 2 âmes. Il nous semblait que cela ne se pouvait pas, et pourtant, cela est. Cela vaut bien ainsi pour elle, pour moi. Que va-t-elle devenir sans moi? Et moi, où donc sans elle vais-je aller? Remarquez que je n'ai rien, absolument rien, reproché à ma femme. Rien, sinon d'être femme. Voilà, femme, son seul crime. Femme, c'est-à-dire un être obscur, insaisissable, un malentendu de la nature auquel je ne comprends rien. Et ses griefs sont les mêmes à mon égard. Elle me reproche uniquement d'être un homme.
et de ne pas plus comprendre que je la comprends. Car en vérité, je ne la comprends pas. J'ai sondé tous les mystères de la vie. J'ai arraché leurs secrets à bien des êtres avec qui je n'ai rien de commun, dont le langage et les habitudes diffèrent des miens, autant que la chenille diffère de l'alouette. Ce que cherche le chien, ce que veut le chat, observateur et démoniaque, où va l'effrayant corbeau? Je le sais. De la femme, je ne sais rien. 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 Je n'entre pas plus en elle que dans l'âme d'un dieu, dans le rêve d'une anémone marine. Ah, pourquoi n'as-tu pas un front de cristal, disais-je à ma femme. Je verrai le mécanisme prodigieux de ton cerveau, je surprendrai le fonctionnement affolant de ta pensée. Tu ne serais plus pour moi inexplicable et vivante image que tu es. Et puis, qui sait, avec délicatesse, au moyen d'une fine pointe d'or, comme un horloger corrige le mouvement d'une montre, je pourrais peut-être te régler à ma fantaisie. Et elle me répondait. Et toi, mon bien-aimé, pourquoi ta poitrine n'est-elle pas transparente? Je connaîtrai peut-être la raison des battements de ton cœur, et je les mettrai à l'unisson des battements du mien. Pourquoi? Oh oui, pourquoi? Chose à stupéfier l'entendement. Nous nous séparons parce que ma femme n'a pas un front de cristal, et ce que n'aura jamais aucune femme, et parce que ma poitrine à moi est faite de chairs opaques, impénétrables au regard, comme sont toutes les poitrines humaines. Quelle triste folie que la vie! Si encore notre mariage avait été une de ces unions accidentelles et bien serrantes, comme il s'en rencontre tant, qui rivent l'un à l'autre, deux êtres s'ignorant, sans sympathie entre eux, sans affinité, sans aimantation de la chair et de l'esprit, je ne me plaindrais pas. Mais non, nous nous sommes connus enfants, ensemble nous avons joué, elle et moi. Je la revois encore, au milieu d'une grande pelouse, non loin d'un bassin où s'ébattaient des cygnes, les uns blancs, les autres noirs. Je la revois, avec sa robe courte, ses jambes nues, ses cheveux blonds qui lui faisaient comme un épais manteau d'or. Elle poussait un cerceau devant elle, toute petite. Ou bien, d'un coup léger de sa raquette, elle me renvoyait un volant de plumes blanches et rouges qui s'accrochait quelquefois en tombant à la pointe balancée d'un seringa. Et nous nous embrassions souvent. Je la comprenais, elle me comprenait. Nous lisions dans nos regards, dans nos cœurs, comme dans un livre familier, ce grand livre d'images que sa mère nous expliquait au milieu des admirations et des rires. Alors elle était faite du même esprit que moi, de la même chair que moi, esprit plus fin, chair plus délicate, voilà tout. Je l'ai suivie toujours, ému et charmé. Plus tard, la communion de nos rêves et de nos pensées devint plus intime, plus profonde, plus intellectuelle, au point qu'il nous semblait qu'un seul esprit nous animait tous les deux. Nos sensibilités étaient les mêmes nos enthousiasmes. Nous aimions les mêmes livres, la même musique, la même peinture, les mêmes pauvres. Dans la vie, dans l'art et dans la souffrance, il n'était pas un fait, pas un rêve, pas une larme. Il n'était rien qui ne nous affectât pareillement. Du moins, je le croyais. Après tout, il ne s'est peut-être rien passé de ces choses au souvenir desquelles je me complais. Je les ai ressenties. Alors oui, mais qui me dit qu'elles existassent réellement? N'ai-je pas pu les créer dans mon imagination, et dans mon imagination seule? Les impressions, les sentiments dont je l'apparais, et qui étaient miens, flottaient autour d'elle, sans pénétrer jamais en elle. Je la voyais à travers une projection lumineuse de mon âme. Pourquoi est-ce que je ne la vois plus ainsi? L'âge venu, nous sommes mariés. Cela avait été convenu entre nos parents et nous, depuis l'enfance. Ce soir-là, Claire, elle s'appelle Claire, et ne trouvez-vous pas dans ce nom de femme une ironie détestable? Ce soir-là donc, Claire et moi, nous marchions dans un bois, voisin de la maison. La nuit commençait à tomber. À travers les feuillages mobiles dans le ciel déchiqueté, nous apercevions les premières étoiles, toutes pâles. Une ombre lumineuse montait de la terre, entre les troncs d'arbres, dont l'écorce, de place en place, luisait sourdement. Dans la route où nous cheminions, penchés l'un vers l'autre, un vieux bonhomme apparut, son dos ployé sous un lourd fardeau de bruyères et de fougères coupées. Il s'arrêta en nous voyant. « Il y a beau temps que les tourterelles et les tourtereaux sont couchés, » nous dit-il. « Et où donc allez-vous ainsi ?»« Vers le bonheur, » répondit ma femme, dont la main frémit dans la mienne, délicieusement. « Ah, ben dans ce cas, bon voyage. Mais ne réveillez pas les merles, ce sont des oiseaux moqueurs.
Et d'un coup de rein, raffermissant sur ses épaules le paquet de bruyères et de fougères coupées, il continua sa route. Je crus entendre un ricanement s'en aller sous les branches, et la lune se leva, derrière les arbres, majestueuse et rose, traversée dans son milieu par une mince baguette de châtaignier. Regarde, dis-je à ma femme, comme la lune est rose. Claire examina d'un clin d'œil furtif l'astre errant et splendide qui se balançait dans le firmament espace. Rose? La lune? Tu es fou, dit-elle. Qui donc a jamais vu une lune rose? Regarde, répétai-je. Elle haussa les épaules et me demanda: Pourquoi veux-tu que la lune soit rose? Pourquoi dis-tu qu'elle est rose? Mais ma chère âme, parce que je la vois ainsi. Sa voix prit un accent bref. Quoi? Tu prétends encore que la lune est rose? Stupidement, je m'entêtai. Stupidement, hein, certes. Que m'importait, je vous le demande, que la lune fût rose, bleue ou jaune, dans ce moment, surtout. Je répondis fermement avec défi. Elle est rose, elle est rose, elle est rose. Claire s'affaissa sur un tronc d'arbre couché qui barrait la sente obliquement, et la tête dans ses mains, la gorge secouée de sanglots. Mon Dieu, gémit-elle, il ne m'aime plus. Quel malheur, il ne m'aime plus. Je me précipitai aux pieds de ma femme. Mon cher trésor, implorai-je, j'ai eu tort. Elle n'est pas rose. Non, en vérité, elle n'est pas rose. Elle est comme tu voudras. J'ai eu tort, pardonne-moi. Non, non, larmoyait Claire. Tu crois qu'elle est rose? Méchant. Mais puisque je te le jure, non, non, tu le crois. C'est pour me faire plaisir que tu dis cela. Mais tu le crois. Malgré moi, je ne puis réprimer un mouvement léger de révolte. Et quand même, je le croirais. Quel rapport y a-t-il entre une lune rose ou non et mon amour? Cette fois, Claire fut sincèrement indignée. Elle s'écria. Quel rapport? Et il le demande. Ah, c'est infâme. Elle mordillait avec rage un morceau d'écorce. Elle était si exaspérée que je craignis un instant qu'elle ne fût prise d'une attaque de nerfs. Alors, je la saisis dans mes bras. Je la comblai de caresses et de mots berceurs. Calme-toi, ma chérie, murmurai-je. Oui, il est bien vrai qu'il y a un rapport intime. Parbleu, je le connais. C'était pour jouer, tu sais bien, comme autrefois. Et puis, elle n'est pas rose, une rose, c'est absurde. Une lune rose. Dans le feu de mes dénégations, j'en arrivais à nier non seulement la couleur rose de la lune, mais l'existence même de la lune. Calme et satisfaite, Claire rayonnait. Tu vois bien, mon chéri, tu vois bien. Et puis, je t'en prie, ne dis plus jamais que la lune est rose. Jamais. Ce soir-là même, le soir de notre mariage, je compris qu'un abîme s'était creusé entre ma femme et moi. Peut-être existait-il depuis toujours. Je serais aujourd'hui tenté de le croire. Ce qui est certain, c'est que je l'apercevais pour la première fois. Hélas, les jours, les mois qui suivirent me prouvèrent que l'abîme se creusait davantage, s'élargissait. L'indice m'en venait non pas l'approche de monstrueux cataclysmes et de transcendantales horreurs, mais par le harcèlement continu de 1000 petits faits, de 1000 microscopiques détails d'une extraordinaire et écœurante vulgarité. Et l'abîme qui nous séparait n'était même plus un abîme, c'était un monde sans limite, infini, non pas un monde d'espace, mais un monde de pensée, de sensations, un monde purement intellectuel entre les pôles duquel il n'est point de possible rapprochement. Dès lors, la vie nous fut un supplice. Quoique l'un près de l'autre, nous comprenions que nous étions à jamais séparés. Et cette présence continuelle et visible de nos corps rendait encore plus douloureuse et plus sensible l'éloignement de nos âmes. Nous nous aimions pourtant. Hélas, qu'est-ce que l'amour? Et que peuvent ces ailes courtaudes et chétives devant un tel infini? En voyant pleurer Claire, je me suis demandé, la souffrance est peut-être la seule chose qui puisse rapprocher l'homme de la femme. Mais de quoi pleure-t-elle? La tristesse de Maître Pitot. Ronchonnant, sacrant, crachant, Maître Pitot habillait ses chevaux dans l'écurie et se préparait à partir pour le labour. Une lanterne au vitrage de corne éclairait le plafond entre les planches crevées, duquel pendaient des mèches ébouriffées de foin. Et sur les murs sordides, éclaboussés de purin, se mouvait l'ombre démesurée des bêtes. Louise, la servante, se montra à la porte de l'écurie.
Hé, Noutmet, appela-t-elle. Noutmet! Quoi qu'il y a encore? Demanda maître Pitot, en train de rassembler les traits de corde de l'attelage et de les rouler en un large nœud. Quoi qu'il y a encore? Faut que vous veniez bien vite. Je sais point ce qu'a la caille, on ne veut point se lever. J'ai bien y foutre des coups de sabot dans le derrière, on ne bouge point. Et puis à souffle, bon gueux, qu'à souffle. Can, et tu dis comme ça qu'on ne va pas se lever, cette rosse-là? Ben non. Can. Attends, mais. Maître Pitot décrocha la lanterne et suivit la servante. Au dehors, le matin se levait à peine, tout frileux et tout pâle, dans le brouillard. Un de ces brouillards jaunes de novembre, sans terre et sans ciel. Un brouillard où les arbres et les maisons s'esquissent faiblement, puis s'effacent, se confondent avec l'atmosphère épaissie, décolorée, image attristante du néant. Dans la cour de la ferme, les poules réveillées au clairon des coqs picoraient le fumier. Au bord de la mare boueuse, les canards lissaient leurs plumes. Et lentement, lourdement, pendant que le pasteur, suivi de son troupeau, s'enfonçait dans la brume, comme un spectre. Les vaches sortaient de l'étable, se dirigeaient vers le couchis, meuglaient en allongeant le col et venaient, l'une après l'autre, se frotter les épaules contre le tronc du noyer, dont les branches dépouillées et ruisselantes de l'humidité de la nuit s'écoutaient sur le sol avec un bruit de pluie. Pitot pénétra devant la Louise par une porte ouverte, et voici ce qu'il vit. Dans le sombre, au fond de l'étable, chaude comme une étuve, toute pleine de senteurs, à la fois âcres et fades, de fumier et de laitage, la vache reposait couchée sur un lit de fougères fangeuses. Ses flancs énormes, tout blancs, s'enflaient et s'aplatissaient, pareils à un soufflet de forge en marche. Ses cuisses, marbrées de taches rouges, étaient souillées d'urine et de bouse verdâtre, et de son mufle allongé sur l'ordure de la litière sortait le bruit d'une respiration sifflante et courte. Éclairé par la Louise, à qui il avait confié la lanterne, Pitot se pencha sur la vache, l'examina minutieusement, lui palpa les membres de ses grosses mains violacées, lui écarta les paupières, découvrant l'œil doux et sans pensée, où brillait un éclat de fièvre. Na, ma caille, fit-il tendrement. Na, ma belle caille. Où que t'as, ma poulette? Où que t'as mal, dit ma reine. Où que t'as mal? Il prit dans la mangeoire une betterave qu'il rompit, en présenta successivement, après les avoir flairés, les deux morceaux de la vache, qui détourna la tête et ne bougea plus. Can, murmura-t-il. Son visage, semblable à une motte de terre surmontée d'une casquette, se fit soucieux tout à coup. À plusieurs reprises, maître Pitot se gratta la tête, et il s'abîma en des réflexions profondes et pénibles, pendant que Louise, balançant ses fortes hanches, regardait distraitement les tables vides et les lourdes charpentes qui se perdaient dans l'angle noir du toit. Ayant rejeté les morceaux de betterave dans la mangeoire, il s'agenouilla sur le fumier, appliqua son oreille contre la poitrine de la vache et ferma les yeux pour se mieux recueillir et pour mieux entendre. Un rat courut, hideux, sur le montant du râtelier, se glissa aussitôt dans une fente du mur entorchie, et les poules envahirent l'étable. « Bon Dieu, caronf !» s'écria Pitot en se relevant. « Ça ébout dans le poumon, quasiment comme le Louviot dans une pipe. Ah, elle est malade, cette bête. Bien sûr qu'elle est malade. Ben malade. Bon sang de bon Dieu. Mais quoi qu'elle a, la Louise, s'il vous plaît. Va-t'en enquérir dans le fournier le sac à poum et puis la vieille bâche. Si, c'est bien, la vieille bâche à drette. À mon cuvier. Bon gueux. Cassouf. La servante tendit la lanterne à son maître et sortit en faisant claquer ses sabots. Inquiet, le sourcil froncé. Pitot se mit à tourner autour de la vache, dont les flancs de plus en plus haletaient. Et puis elle est ben malade, conclut Pitot, qui jeta sa casquette sur la table, d'un geste désespéré. Consterné, la Pitot ne disait rien, d'apprendre tout d'un coup que sa belle vache, sa belle laitière, que la caille, soufflée, enflée, ne mangeait rien, était ben malade. Cela lui avait cassé l'estomac. Elle en demeurait tout étourdie. Cependant, elle se remit vite et lança à Pitot un regard mauvais. Elle cria « Allons, à souffle, et puis tu restes là, t'es
comme un serin, à te gratter la tête. Tu crois peut-être que le vétérinaire c'est fait pour des chiens? Espèce de grande carne. Les pattes peuvent bien crever. C'est pas l'embarras. Tu n'en démarres pas plus qu'une souche. As-tu seulement mis de la paille fraîche? Moi, bon gueux de bon gueux. L'enfant s'était remis à crier, et le berceau geignait sous l'effort de ce pauvre petit être qui se débattait contre la souffrance. Sa voix, tantôt faible comme une plainte, tantôt perçante comme un déchirement, tantôt sourde comme un râle, avait des implorations douloureuses. Mais ni le père ni la mère n'entendaient ces appels, qui ne s'exprimaient que par des sons inarticulés. Tous les deux, ils continuaient à se disputer. La Pitot furieuse gesticulait, disant « Quand tu seras là me regarder, le bec ouvert, qu'est-ce qui ça qui la fera revenir ?» Et se tournant vers la servante, elle vociférait « C'était qu'en cause, vilaine créature, ramenée dans l'herbage aux avril. Et puis elle a brouté de la mauvaise herbe. » S'affaissant sur une chaise, elle se couvrit la figure de son tablier et pleura. « Ma pauvre caille qui est poisonnée. Oh, oh, oh !» L'enfant eut une quinte de tout. On eût dit que son corps allait se briser dans un superbe hoquet. Pitot leva les yeux dans la direction du berceau dont l'osier craquait et où l'on apercevait au-dessus du bord deux petites mains maigres qui se tordaient. « C'est-il petit gars qui gueule comme ça ?» demande-t-il. « Quoi qu'il a à gueuler comme ça ?»« N'a rien. C'est les dents. Ma pauvre caille. Allons, elle va créer le vétérinaire. Et puis, elle n'est pas encore défunte. T'as qu'à faire manger des sangs d'avance. » Ma pauvre caille, jamais retrouverons un pareil, jamais. Peux-tu bien te taire, sacré cochon? Attends, je vais te donner le fouet. Mais la Louise avait pris l'enfant, et pendant que Pitot passait sa blouse assise près du feu, elle bourrait d'une bouillie épaisse et gluante, le petit qui se débattait, vomissait et râlait. Le docteur Hagen, chaudement emmitouflé d'une peau de loup, conduisait son tilbury. Il tâchait d'éviter les ornières profondes et les grosses pierres dont les têtes rondes crevaient le chemin, ça et là. Malgré sa prudence et la docilité de son cheval, les roues parfois butaient contre des pierres ou glissaient dans les trous. Et la voiture dansait sur ses ressorts, comme une barque secouée par la houle. Il brunait. Des corbeaux passaient très haut dans le ciel gris, et des bancs de grives attirés par les venelles du houx et des églantiers, dont la route était bordée de chaque côté, s'élevaient, effarés, et allaient se poser sur les branches des pommiers voisins. « Bonjour, monsieur Hagen, dit un gros homme qui, enjambant une brèche de la haie, se dressa soudain au milieu de la traverse. Il était vêtu d'un veston très court et d'un pantalon crasseux, que terminaient des bottes éculées et couvertes de boue. Le docteur arrêta son cheval. « Ah, monsieur Torel, fit-il. Bonjour, monsieur Torel. Comme vous courez la campagne de grand matin ?» Monsieur Torel souffla un instant, enleva le cache-nez de laine grise qui lui enveloppait le cou, et répondit. « Eh oui, monsieur Hagen, j'ai à l'épine un entenay atteint Nagour, mais j'allais à travers champs jusque chez Maître Pitot pour sa vache, atteinte de pneumonie et que je soigne depuis 4 jours. Nous avons beaucoup de pneumonie en ce moment. Tiens, mais je vais aussi chez Maître Pitot. Oui, oui, je sais, pour son enfant. C'est moi qui lui ai conseillé de venir vous chercher. Il me paraît bien malade, son enfant. Mais je ne vous retiens pas, monsieur Hagen. Nous allons faire route ensemble, monsieur Torel. Montez donc avec moi. C'est que mes bottes sont crottées, monsieur Hagen. Ça ne fait rien, allez, monsieur Torel. Enfin, tout de même, monsieur Hagen, avec plaisir. Un paysan qui marchait grand train apparut au détour du chemin. Tiens, mais c'est Maître Pitot, s'écrie monsieur Torel, qui avait déjà une jambe sur le marchepied du tilbury. Hé, Maître Pitot, bonjour. Maître Pitot. Ben, bonjour, monsieur Torel, et la compagnie, fit le fermier qui s'était arrêté et se découvrait respectueusement. Eh bien, et notre vache demanda le vétérinaire. Vous êtes bien honnête, monsieur Torel. Elle est morte ce matin. Bon Dieu. Oui, le temps de remettre une douve neuve à une pipe, et puis elle a passé. Nous allions chez vous pour vous dire de ne point vous déranger. Elle est morte, quoi. Il eut un geste de colère. Jean le malheur, il y a 3 ans, j'ai perdu 2 poulains, un vieux, sauf votre esprit. L'année dernière, il nous a créé une jument qui était pleine. Ce coup-ci, on ne sait point comment ça s'est fait. Toutes les poules ont péri, et puis, à cette heure, c'est une vache, une belle vache, une vache banale, tout à fait râle. Mais il n'y a pas de bon Dieu, monsieur Torel, bien sûr. Il y a un saut sur nous, il y a un saut. On ne moutera point de l'idée qu'il y a un saut.
Pitot frappait la terre du pied et s'arrachait les cheveux. C'est que ça fait pas de l'argent, toutes ces pertes-là. Ben de l'argent. Et puis, le blé ne va point, les pommes sont quasiment pour rien, avec une sécheresse comme il y a eu. La viande n'a point profité. C'est ben l'argent. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Qui peut nous jeter un sort? Et l'enfant demanda M. Ragen. Maître Pitot regarda le docteur comme s'il ne comprenait pas. S'il vous plaît interrogea-t-il. L'enfant malade, que je vais voir, comment est-il? Ah, c'est-il point un autre petit gars, que vous voulez dire? Ben oui. Ah ben, il est mort et tout. Les Corneilles. C'est dans la vaste lande de Carnouse une toute petite maison, si petite et si basse, que du haut de la lande vers Baden, on ne l'aperçoit point, car elle est sombre, comme le terrain avec lequel elle se confond, et dans l'étendue désolée, elle ne produit pas plus d'effet qu'un bouquet d'ajoncs. Pas un arbre alentour, pas une autre maison, pas une silhouette qui monte, pas un bloc de rocher, dont la masse tourmentée ajoute encore du mystère au mystère, si pénétrant des landes armoricaines. Pas d'autre bruit non plus que le bruit du vent, que les cris des pluviers voyageurs et les plaintes des goélands qui tournoient dans l'air. Pourtant, le spectacle est inoubliable. Qu'on embrasse du seuil de cette maison, surtout 2 heures apaisées, où le soleil se couche. Devant se déroule la lande plate, lointaine, presque noire, de noir de velours sur lequel frisent de lourdes lueurs indécises. La lande, creusée par les rats du Morbihan, déchiquetée par de petites anses, traversée par de larges rivières qui s'entrecroisent et qui reflètent les nuages embrasés et mouvants du ciel. On dirait des lacs magiques, hantés de poissons monstrueux et de barques bizarres, des gouffres de lumière, de miraculeux fleuves de pourpre et d'or, dont les 1000 bras enlacent l'âpre terre inféconde. À droite, par-delà des alternances de sol obscur et d'eau brillante, tout noir, entre le ciel et la mer, apparaît Locmariaquer, qui semble un colossal navire au mouillage. Et puis c'est les 3 goulets du Morbihan, par où l'océan se voit dans une fuite radieuse, bientôt évanouie, derrière la pointe effilée de Port Navalo, dont le phare se dresse, mince ligne blanchissante, dans la vapeur rose et pulvérulente. À gauche, fermant l'horizon, les coteaux d'Arzon, de Sarzeau, noyés de brume, qui contournent le golfe et vont rejoindre la campagne de Vannes, large espace où des forêts, des villages, des clochers, de mornes plaines, des gorges rocheuses se devinent confusément parmi l'ombre descendue. Souvent, je venais dans la lande de Carnouse, et chaque fois je passais devant la petite maison qui m'attirait. Un homme était toujours assis sur une grosse pierre, apportée là, près du seuil, en guise de borne. Il était coiffé du béret des marins, portait sur la poitrine un tricot en laine bleue, et son visage était très beau. On le devinait jeune encore, malgré les rides qui le creusaient, et l'air de profonde tristesse qui le ravageait. Jamais, à mon approche, il ne se détournait. Immobile, le menton dans les mains, il regardait les choses devant lui. Quelquefois, je vis 2 petites corneilles volter autour de lui en poussant des cris, puis s'abattre sur ses épaules et le becqueter de leur bec rouge. Alors l'homme les prenait tour à tour, les posait sur son poing et les caressait doucement. Et elles, enflant leurs plumes, rentrant leur cou, se taisaient, heureuses d'être caressées. Je m'informais dans le pays. Aucun dessus de Baden, de la mort de Calino, ne savait son nom. Il était venu là un beau jour, on ignorait d'où. Il ne parlait à personne, marchait dans la lande, parcourait les petites grèves, vivait de pain dur qu'il achetait tous les dimanches à Baden, et de moules qu'il ramassait sur les rochers, à l'heure de la basse mer. Une fois, irrité de ce mystère, de ce silence qu'il considérait comme du mépris, un méchant gars de Bouleverne l'avait insulté. L'homme avait passé, sans tourner la tête. C'était tout ce qu'on savait. Le bruit qui s'accréditait dans les villages proches la lande de Carnouse, c'était que l'homme était un voleur qui se cachait. Je revins plus souvent près de la maison. Enfin, un soir, j'abordai, sous un prétexte absurde, le mystérieux personnage. Il me reçut avec politesse. Et même je fus un peu étonné, un peu gêné par l'aisance de son langage.
Ce soir-là, nous causâmes de choses indifférentes. La petite maison devint alors le but de mes promenades quotidiennes, et l'homme ne tarda pas à me charmer véritablement. Il me disait des choses comme seuls les grands artistes et les grands poètes peuvent en dire, ayant vécu les merveilleuses vies de la pensée. La nature l'enthousiasmait, il en parlait avec une émotion presque religieuse, avec des tendresses emportées d'amants. Je ne pouvais plus me passer de lui. Instamment, je le priai de venir me voir, mais il refusa, presque effrayé. Non, non, me dit-il, je ne puis pas, je ne veux pas, il ne le faut pas. Et l'œil égaré, un tremblement dans les membres, il ajouta, et vous, je vous en prie, ne revenez plus jamais. Je ne veux, je ne veux aimer personne. Tenez, quand je suis arrivé ici, il y avait, près de la maison, un pin, un pauvre pin rabougri, à moitié mort, dont les branches pourrissaient. Un coup de vent le terrassa. Puis des hommes sont venus, qui l'ont emporté dans une grande charrette. Si vous saviez quelle souffrance ça a été pour moi. Non, je ne veux plus rien aimer. Des hommes que la mort guette, des choses que la ruine menace. J'ai perdu mon père, ma mère, mes 2 frères. J'ai perdu ma femme, morte dans mes bras. Laissez-moi seul avec ma lande, mes horizons, mon ciel, seule chose que je puisse aimer, car je n'aurai pas la torture de les voir disparaître et mourir. Tout cela vivra tant que je vivrai, et cela vivra encore sur moi, quand mon corps reposera là. En ce moment, les 2 petites corneilles vinrent battant de l'aile s'abattre sur les épaules de l'homme. Alors il les prit, comme je l'avais vu faire déjà, tour à tour, les posa sur son poing, et doucement, il les caressa. Mais ces corneilles lui disent, vous les perdrez aussi. Un chasseur les tuera, un épervier les déchirera, ou bien un jour, prises par la nostalgie des grands espaces, elles s'enfuiront. C'est vrai, fit l'homme, imbécile qui ne songeait pas. Et brusquement, il les étreignit dans ses mains crispées et les étouffa. Puis il rentra dans la maison et ferma la porte. Je restai quelques instants, seul, pensif. Devant moi, la lande se déroulait, la lande plate, lointaine, presque noire, d'un noir de velours sur lequel frisaient de sourdes lueurs indécises. La lande creusée par les rades, déchiquetée par de petites anses, traversée par de larges rivières qui s'entrecroisaient et reflétaient les nuages embrasés et si mouvants du ciel, et une immense mélancolie tombait du ciel silencieux.